ko katoa e mihi ana aho ki ngā tupuna me ngā tupuna tāhine hoki. I whana mai au I North America ke ōtipoti toku kāinga I nainei ko Qantas toku waka, ko Europe o ko tupuna I whange o ko tupuna te whenua o Tuaraki North o America. Ko te nainei tuka taku mahi ki ngā tanga whenua o era wahi. Ko kahi toko ingoa no raira tēnei koto, tēnei koto, tēnei koto katoa. So what I've just said is in the native language of this country. Ce que je viens de dire, c'est dans la langue native de ce pays, maori. Je suis d'origine américaine, je suis né à Texas. J'ai des ancêtres européens qui sont venus ici comme immigrants à la Nouvelle-Zélande il y a quelques 5 ans. Et je me décrire, je suis une personne blanche, mince, qui a un mur derrière, mon cheveu long, des lunettes et un pull qui dit les personnes trans appartiennent. J'ai un ensemble de fleurs ici au fond. Un panorama du sujet que je vais aborder aujourd'hui. Voyons si je peux partager mon écran. Je crois que je peux le faire. Bien. Je vais parler de qu'est-ce qui fonctionne, les expériences positives des adultes transgenres et des non-binaires. À la Nouvelle-Zélande, je travaille à la diversité de Otago. Et la docteure Morgay sont mes superviseurs, Trehane, du département de psychologie. Je vais me concentrer sur certains sujets spécifiques et je vais vous donner une idée du projet de recherche que j'ai fait pour ma maîtrise en santé publique. Et puis, je vais parler des résultats. Qu'est-ce qu'il signifie et puis à la fin nous allons avoir un peu de temps peut-être pour parler des applications pratiques et comment elles peuvent être appliquées à l'avenir et de la part de professionnels de la médecine. Description de projet, questions de recherche, quelles sont les expériences positives des adultes des genres divers, transgenres, avec l'attention, les soins primaires à Aotearoa, la Nouvelle-Zélande. Ça comprend comment qu'ils participent au système général de la santé publique, car c'est un système d'accès fermé. Je ne le dis pas de façon négative, mais que tout le monde doit passer par l'attention primaire pour continuer dans les processus de santé. Il y a beaucoup de personnes qui ont eu des expériences positives et il est très utile de l'analyser pour pouvoir aider les autres. Ceci nous donne plus d'informations sur la communauté et cela aide aussi les autres personnes. Je suis ravie d'avoir ce public, mais souvenons-nous que j'utilise le terme transgenre et genre binaire. Je fais allusion à ces personnes qui ont un genre qui est différent, celui assigné au moment de la naissance. Il peut y avoir aussi différentes entités de genre. Ici, nous avons des identités maoris, Akahane, Wakahane et Tandari. Je voulais que tout le monde se sentait à l'aise quand ils ont participé à la recherche. Et on a travaillé également avec des adultes qui avaient passé par un processus de transition, de chirurgie, de réassignation des genres ou non. L'idée, c'était aussi de capter différentes perspectives de la communauté, des méthodes. J'ai travaillé en 2 étapes pour recruter les personnes. Tout d'abord, un questionnaire en ligne que je fais circuler dans les réseaux sociaux. Et j'ai obtenu 30 réponses. J'ai également fait 11 entretiens par courrier électronique structuré. J'ai travaillé
avec deux interviewés de tout le pays. J'ai analysé les données que j'ai obtenues par les moyens de l'analyse thématique et comme ces sujets est si peu recherché, ça a été une excellente façon d'obtenir plus d'informations sur les expériences positives de la population. Moi, bien sûr, c'est quelqu'un de l'intérieur du sujet. Et comme je suis dans le sujet, cela m'aide à générer plus de compréhension et confiance. Les résultats. J'ai travaillé, mais j'avais les courriers, les interviews, je fais des analyses thématiques. La première chose que j'ai faite, que j'ai vue, c'est que même si les questions sur les expériences positives avec les soins primaires, ils ont tous et toutes parlé du terrible tas de l'atteinte des soins de santé. Ils ont parlé des problèmes des soins, pourquoi ils ne se sentaient pas à l'aise. Voyez cette citation qui illustre ce sujet. Je crois que je me plaigne des choses mauvaises au lieu de me concentrer sur les bonnes. Mais ce n'est pas bien de dire, mais la consultation du médecin était bien parce qu'il savait plus de médecine que moi. Donc, cette personne n'a pas dû éduquer le médecin. Il y a un autre sujet que c'est la sphère du contrôle. Les personnes parlent des obstacles du système pour avoir accès à leur santé. Toutes les personnes qui ont participé ont trouvé la façon d'arriver à l'autodétermination et de pouvoir améliorer les choses. Un exemple, regardez ces citations. On m'a donné l'attention minimum. Je regardais sur l'Internet, j'essayais de trouver un autre médecin généraliste. Moi, la troisième consultation a été incroyable. Il y a des personnes qui n'ont pas eu de bonnes expériences avec l'attention primaire en santé et ils ont regardé sur l'Internet des groupes de communautés, Facebook, etc., en cherchant des recommandations d'autres personnes de la communauté pour trouver d'autres médecins qui étaient plus faciles d'interagir. Ils ont parlé également de l'importance de créer des expériences positives. C'était basiquement ce que je cherchais, des expériences positives des personnes. Comment est-ce que les participants et les participantes décrivent ceci de différentes façons? Par exemple, comment le docteur m'a traité, comment certains d'autres médecins appuyaient la communauté trans. Une autre citation, dans les consultations, il y a des posters de genre, de diversité sexuelle, ce qui est positif et me montre que le personnel comprend ce que c'est une personne trans et leurs besoins. Ça, c'est certains exemples de comment les médecins généralistes peuvent montrer à leurs patients qu'ils connaissent les personnes trans et qu'ils comprennent le sujet de santé des personnes trans et qu'ils peuvent confier en eux. Nous avons déjà parlé de ce sujet. Ma recherche coïncide avec ce que dit la bibliographie. Nous connaissons tous ces obstacles et les résultats de santé déficients et des inégalités en matière de santé également. Lorsque j'ai étudié le sujet, j'ai étudié le sujet de contrôle. C'est très évident. Pas mal de travaux parlent sur de façon directe et donnent des exemples de personnes trans ou de genres divers et du contrôle qu'ils ont sur leur propre vie. Pour cette raison, je crois
qu'il faut mettre cela en évidence. Certains présentateurs ici ont donné d'excellents exemples dans ce sens. Pour cette raison, je pensais ces termes, cette phrase pour le décrire, ce serait autodétermination réactive, qui montre comment notre communauté est marginalisée au niveau systémique et rejette les systèmes de diverses façons, même s'ils sont petites. Nous pouvons trouver de petites manières d'exercer le contrôle sur notre propre situation. Et c'est le cas spécifiquement quand nous répondons au sujet systémique. Je crois que ce n'est pas nécessaire de faire, ce ne serait pas nécessaire s'il n'y avait pas ces obstacles dans l'attention. Nous pourrions parler plus sur ceci, mais les expériences positives ont changé dans les différents aspects du professionnalisme. Parfois, on sentait que c'était comme des alliés. Parfois, peuvent être des choses très simples, même des personnes qui sont un grand travail de militantisme pour notre communauté. Dans notre enquête, il semblait que les personnes voulaient que je parlais des applications pratiques de cette recherche et les recommandations en travaillant en santé publique. Nous voulons toujours avoir une application pratique à notre recherche. Donc, je veux vous dire que les solutions systémiques sont toujours utiles pour aborder des systèmes, des problèmes systémiques. Même si c'est quelque chose que le médecin généraliste pourrait faire, ou celui de l'attention primaire pour appuyer la communauté et les patients transgenres, nous devons attaquer les problèmes systémiques pour pouvoir réussir à faire un changement véritable. Nous avons vu que le professionnalisme de base a beaucoup de résultats et ça, ce n'est pas toujours le cas quand une personne transgenre va à la consultation ou même accepter qu'il existe les personnes transgenres, une prise de conscience de l'état transgenre, qu'est-ce que cela veut dire, des choses que nous enseignons aux facultés de médecine et combien cela est utile pour les personnes de pouvoir créer la confiance. Nous voulons que les personnes puissent avoir leurs propres expériences et communiquer leurs expériences. Nous avons beaucoup de connaissances, d'expériences de première main, mais la recherche fait toujours recours à ce que nous savons expérimenter. Bien entendu, nous voulons avoir de l'évidence, mais légitimer nos expériences pour le monde académique. Des relations coopératives, tous les participants ont dit que cela, c'est très significatif, qu'elles sentent que cela les autonomise, que cela va pouvoir générer un meilleur rapport avec les médecins traitants. Et cela encourage les prestataires de santé à faire recours à leurs syndicats, leurs associations, parce que pas mal de fois, il y a beaucoup de connaissances dans ces associations qui ne sont pas utilisées suffisamment. Nous devons aussi penser à faire plus de recherches et ils doivent être toujours des informations de la communauté qui doit être toujours engagée dans cette communication. Il y a toujours des résultats négatifs en général dans notre communauté par rapport aux soins de santé, mais il est nécessaire que tous les aspects de notre communauté soient représentés dans notre société. J'aimerais aussi voir qu'il y ait des changements dans les plans d'études dans les facultés de médecine, non seulement un module de plus ou de moins ou un atelier d'un jour ou une journée, mais que cela comprenne les besoins médicaux de la communauté trans, de sa transition et aussi un changement dans les bases de comment on peut analyser les changements biomécaniques de notre santé et aussi c'est une grande question. Je sais que c'est demandé beaucoup que cela se passe, mais c'est vraiment important dans ces cas parce que nos associations avec une communauté si diverse doivent être
compris et que nous ayons dans nos facultés de médecine les deux perspectives, les deux mondes impliqués. Ce serait très bon que beaucoup plus de pays puissent inclure la perspective indigène dans leur faculté de médecine. Obtenir les informations que nous savons que sont réelles, que nous pouvons les connecter avec les personnes qui travaillent dans l'attention médicale, rédiger des documents de bonnes pratiques, c'est quelque chose de très utile. J'essayais de faire cela dans cette recherche, les meilleures pratiques, préférablement qui soient fondées sur l'expérience, mais comme on l'a déjà dit dans d'autres présentations, il n'y a pas de données d'évidence suffisantes, donc être informé par les communautés et en même temps avoir de l'évidence, c'est l'idéal, mais parfois ce n'est pas le cas. L'éducation médicale continue, le développement continu, ce sont des façons de pouvoir améliorer les connaissances et l'expérience des personnes qui vont avoir un contact avec nous et former ceux qui ne sont pas encore entrés dans le monde professionnel, ceux qui se forment comme des professionnels de la santé et pouvoir créer des sites web que les docteurs puissent avoir accès à l'heure de chercher des informations sur, par exemple, différentes procédures chirurgicales qui puissent être pertinentes pour les différentes situations. Et bon d'obtenir des informations, que ce soit pour les professionnels ou pour les institutions, pour qu'ils puissent avoir accès à des informations et des documents de bonnes pratiques sur la santé trans. Et aussi, je sais qu'on a déjà mentionné ceci, d'autres présentateurs, les logiciels que l'on utilise, parfois c'est assez limitant et on ne peut pas voir les expériences des personnes trans parce que les marques de genre ne peuvent pas être tranchées ou n'acceptent d'autres choses à part féminin, masculin. Ne peut pas séparer les marques de genre de certains monitorings spécifiques. Par exemple, on peut sélectionner seulement F ou M. Donc, je ne peux pas pouvoir envoyer des notifications sur les cancers de cou d'utérus, au moins que ce soit sélectionné le S. Donc, parfois, on fait une identification erronée des genres et les informations seront en conflit avec les informations de l'histoire clinique que reçoit un médecin de la personne qui est avec eux dans la consultation. Donc, ce type d'informations et des logiciels, c'est important pour appuyer le travail du médecin. Beaucoup de personnes transgenres, parfois, vont devoir prendre la décision si, par exemple, ils veulent laisser leur marque de genre pour recevoir les informations spécifiques à cette F ou cette M, ou s'ils vont risquer peut-être de ne pas recevoir ces informations, mais être plus réels à leur identité de genre et ne pas sélectionner aucune des deux. Ça, c'est un autre exemple peut-être de l'autodétermination. Ce type de décision que nous devons prendre et que nous ne devrions pas le faire parce qu'il est fondamental pour notre soin de santé, mais c'est une petite décision quand on pourra prendre de petites décisions pour améliorer les résultats, peut-être à long terme. Ce pourra être d'autres résultats. À ce moment, on prend les décisions que l'on peut prendre. La pandémie qui est là maintenant, nous devons penser à améliorer les soins à distance. C'est important pour ces communautés qui peut-être n'ont pas les ressources nécessaires, qui doivent voir des aspects de santé mentale, par exemple. Ça, c'est important. Je vais finir brièvement. Je pourrais continuer à parler pendant des heures de ceci, mais je voudrais savoir ce que les personnes veulent, que je partage ce que j'ai trouvé ou de parler de l'autodétermination ou qu'est-ce que les personnes veulent obtenir à partir de cette enquête, de cette interview. Je veux remercier les participants de ma recherche pour être si ouverts et pour avoir coopéré de façon si ouverte pour nous assurer que les personnes dans l'avenir puissent avoir des soins de santé plus appropriés pour la communauté trans. Si vous avez des questions ou si vous voulez recevoir plus d'informations, vous pouvez contacter le docteur Jamie View
qui est celui qui a fait l'une des enquêtes principales de démographie par rapport à la communauté trans. Et vous voyez ici sur l'écran mes informations de contact si vous voulez m'écrire. Et ça serait la fin de ma présentation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais Je vais enlever le enlever film les de ta vidéo. Et maintenant, je vais vous montrer un enregistrement du docteur Zachary Dubois avec Jay Packett aussi. Alors, très brièvement, sa présentation parle de la résilience pendant la pandémie de la COVID, les expériences des personnes qui vivent en Michigan, en Nebraska, en Tennessee en 2020 et 2021. C'est un professeur de l'Université de Oregon et il n'a pas pu s'unir à ce panel. Mais après la présentation, je vais vous donner son courriel, son adresse de mail. Et si vous avez des questions, vous pouvez lui écrire ou vous pouvez vous connecter sur la plateforme Whova et lui écrire par là et il va vous répondre. L'autre co-présentateur, c'est le docteur James Plunkett, qui est professeur de l'État de Michigan au programme de sciences médicales. Et lui, il mène à bien le programme qui s'appelle Transilient, l'équipe de recherche pour la communauté transgenre. Alors, je vais partager avec vous la vidéo et avant d'aller à la session de questions et réponses, nous aurons un autre présentateur. Do a brief test. Can somebody, once I hit play, confirm that it's working? Est-ce que quelqu'un peut me confirmer que vous pouvez voir et entendre la vidéo? Was that working? Mon nom, c'est Zachary Dubois. Est-ce que ça fonctionne bien? Oui, c'est parfait. Oui, c'est bon. Mes pronoms sont il et lui, et je vais parler sur la résilience trans et la santé, les expériences des jeunes trans et de genres divers en Michigan, Nebraska, Oregon et Tennessee pendant la COVID-19 pandémie. Je suis Jay Packett, assistant de l'Université de Michigan et mes pronoms sont elle. Je vais reconnaître toutes les personnes qui ont contribué à cette étude. Ça a été une étude très grande. Il y a beaucoup de monde qui a participé avec une équipe très consacrée. En plus de nos co-auteurs, on avait une liste ici de personnes qui ont contribué avec nous. Si vous voulez savoir plus, à connaître plus profondément, vous pouvez aller sur notre site web. Donner l'information qui est déjà disponible. Nous savons que les personnes trans ont beaucoup de difficultés, des difficultés pour l'accès à la santé, la santé inclusive. Et beaucoup de difficultés économiques, manque de foyers, violence, discrimination, en plus d'autres problèmes ils subissent que les problèmes que subissent les autres minorités. Nous savons que ces facteurs ont un impact très négatif sur la santé mentale et physique, dépression, anxiété et le risque de maladies chroniques. Pendant la pandémie de la COVID, ces inéquités se sont prononcées, beaucoup manque d'emploi, chômage, difficultés pour accéder aux services d'assurance et tout ça a eu une influence déjà aux inéquités d'accès de la santé. Beaucoup de personnes trans ont eu moins de ressources pour la santé, de leur remplacement d'hormones et beaucoup, évidemment, parmi eux, ont dû passer plus de temps en vivant sans pouvoir travailler, sans pouvoir recevoir les chirurgies pour le changement de sexe. C'est
c'est surtout pour les jeunes et adultes qui peuvent vivre isolés, qui n'ont pas l'appui de leur famille pendant la pandémie. Ça a réduit l'accès aux soins, à l'information et ceci surtout, ça a une influence à la santé mentale, à la dépression, à l'anxiété. Il y a beaucoup de difficultés qui ont les communautés trans pendant la pandémie et quelques-unes peuvent avoir subi la réduction de quelques-uns de ces facteurs. Ils ont moins d'interaction avec des personnes, ils se sentent plus isolés et en plus, ça peut être positif pour quelques-uns, mais pour d'autres, c'est un sentiment d'isolation, isolement. Ils en sont très plus dans l'aspect de la résilience et nous voulons justement étudier ça pendant la pandémie, comment la résilience a pu changer pendant la pandémie de la COVID-19. Cette étude a été créée par moi, par le docteur Dubois en octobre 2018, pendant l'administration de Trump. Pendant ce temps, on sait qu'il y a eu beaucoup de politiques encouragées, très pertinentes pour nous, et nous voulions étudier les effets du contexte sociopolitique dans la communauté trans et comment aborder ces difficultés. Les objectifs du projet étaient documentés, comment les changements sociopolitiques dans ces contextes s'associaient au stigme de la résilience et la santé mentale et physique. Nous voulions voir aussi comment les personnes faisaient face au stress du stigmatisation et aussi voir si la location géographique et le contexte local avaient une influence sur le stigme dans les résiliences, santé mentale et physique. À Michigan, Nebraska et Tennessee, ce sont des États où on pouvait étudier ces contextes locaux. Oregon a beaucoup de politiques et de protections pour les personnes trans. But not others. And then Nebraska and Tennessee had the least. Y Nebraska y Tennessee tienen menos cantidad de políticas y un contexto plus négatif pour les personnes trans. Par rapport aux méthodes, les participants ont été recrutés par différents intermédiaires, réseaux sociaux, organisations communautaires et aussi les événements présentiels. Pour être inclus dans cette étude, les participants ont dû compléter une enquête. On a cherché les données. Comme on a vu, vous pouvez voir, on a reçu beaucoup de sollicitudes. On a fait un entretien avec une durée d'1 heure, plus ou moins. Différentes enquêtes qui devaient être complétées et différents biomarqueurs. Après ça, cette partie de base, l'étude a été complétée. On a fait des entretiens, des interviews online pendant 1 an pour voir comment les changements dans un contexte socio-économique étaient associés à la santé mentale et physique, à la résilience. Et maintenant, nous sommes en train de faire les entretiens finaux au présentiel et aussi en train d'étudier la collection de biomarqueurs, les données, la recueillie de données a été complétée en mars de 2020 et puis on a passé à recueillir les données online depuis avril 2020 jusqu'à mars 2021 et ceci est aligné aussi avec les temps de la pandémie. Dû au commencement de la pandémie, il a fallu changer tout à une version virtuelle et ne plus faire des enquêtes au présentiel. C'est ce qu'on a fait pendant les derniers 12 mois et nous avons eu une opportunité unique pour pouvoir étudier quelques effets de la pandémie dans notre échantillon. Nous avons eu 158 participants avec une moyenne de 33 ans. Une variété de trans, non-binaires, femmes trans, hommes trans, comme vous pouvez voir affiché sur l'écran. Beaucoup de participants avaient un foyer, ils avaient un emploi ou ils étaient des étudiants. Et comme c'est commun dans beaucoup d'échantillons trans, la plupart avaient des difficultés économiques
plus de la moitié de notre participants gagnait moins de $20,000 l'année. In terms of recruitment in relation to race and ethnicity, we ended up with a sample that was Concernant le recrutement et l'ethnie ou la race de notre échantillon, and now I'm going to turn it over to Zach so that he can tell you a little bit. je vais passer la parole à Zach pour qu'il puisse nous dire sur d'autres aspects de l'enquête. Merci Jay. Après avoir fini ces entretiens personnels et les biomarqueurs, nous demandons aux participants de compléter des enquêtes depuis avril 2020 jusqu'à mars 2021. Et on a élaboré un questionnaire pour ce projet avec 2 questions ouvertes et aussi l'analyse thématique avec 2 codificateurs indépendants. Et on a essayé de résoudre les différences existantes. Comme vous voyez ici à gauche, généralement, on parle des facteurs qui améliorent la résilience. En premier lieu, nous avons appliqué le code à 184 fragments de 149 participants. Cette idée de centraliser à l'étranger aussi, on a classifié aussi selon la fréquence. 134 participants ont été mentionnés et ils ont mononcié de 679 fois. On a défini les codes sur le tableau à droite. Connexion avec d'autres personnes ou des animaux et façon de fournir de la résilience par rapport au code. On parle aussi de la vie externe. On parle de livres, jeux, livres, télévision, des choses pour s'amuser. On a aussi codifié quelques fragments par rapport aux éléments qui nous font centrer vers l'intérieur, par exemple l'auto-soin, ce genre de comportement qui nous donne de la paix ou qui améliore notre bien-être physique et mental. Regardez ici à droite, il y a quelques éléments, entre autres, que nous avons identifiés. Ce sont les facteurs qui contribuent aussi. Quand on analyse ces 4 États, Michigan, Nebraska et Tennessee, et on voit que les participants ont un rapport aussi avec d'autres éléments. Et généralement, ceux qui sont marqués en rouge sur l'écran sont ceux qui sont les plus mentionnés. Par exemple, l'accès aux réseaux sociaux, à la thérapie, à la santé, et aussi maintenir des routines journalières, pratiquer une religion, être spirituel, activités d'amusement et aussi l'emploi de drogue et de l'alcool. Ce sont toutes des stratégies qui apparaissent ici à droite. 39% des références a été fait concernent la distraction, aussi la connexion avec les autres. Et aussi, par exemple, faire des marches à pied, aller visiter, rendre des visites. Ceci a été décrit, cette intersection, 23% des références sont réalisées par rapport à avoir des distractions, la lecture. Ce sont des pratiques communes de auto-soin. C'est comme allumer une science. Il existe aussi d'autres éléments, par exemple pour l'auto-soin, il y a une fréquence similaire dans différents genres, races, ethnies. La moitié des participants dans chacun de ces groupes mentionnent un type de méthode de distraction et aussi des activités décrites dans chaque groupe.
Ici, vous pouvez voir quelques mentions, quelques récits des participants qui viennent résumer le tout. Par exemple, une génération Z qui décrit un jeu de vidéo très populaire. C'est une femme trans, mais il n'y a pas eu de participants de la génération X qui fassent mention aux jeux de vidéo. En fait, ils parlaient qu'ils évitaient de lire les nouvelles ou avoir accès aux réseaux sociaux. En effet, dans ce groupe, quelques personnes vraiment participaient aux réseaux sociaux, tandis que d'autres ne faisaient rien. Dans les 4 États, comme vous pouvez voir ici sur le diagramme, entre 30 et 50% des participants dans chaque État parlent de l'impact positif des politiques de mitigation de la COVID et des pratiques aussi. En jaune, vous voyez les références au vaccin et aussi on décrit l'impact positif sur leur résilience et bien-être spécifiquement. Ce qui est plus intéressant ici, ce sont les différences sur comment ces expériences sont abordées. Par exemple, toutes les participantes de Tennessee ont parlé des politiques. Elles disent qu'ils écrivent les bénéfices de travailler depuis la maison, le confinement auto-imposé. Ils disent qu'ils elles peuvent contrôler ce qu'ils peuvent, sortir peu dans la rue, l'emploi des masques et ne pas essayer de changer des choses que je ne peux pas changer. Aussi, il y a des tensions au niveau personnel et à Nebraska, par exemple, on dit qu'il y a déterminées actions qui peuvent mettre en risque quelques pratiques. On ne peut pas se mettre en risque ni les autres personnes. Peut-être il y a une augmentation du risque de l'isolement. Et aussi à Michigan, les bénéfices sont mentionnés, les politiques de l'État. Excusez-moi. Comme je disais, la capacité de pouvoir entrer en confinement, etc. Et même si on sait qu'il existe beaucoup de conflits dans différents États, et aussi dans ce sens-là, on voit le niveau d'impact dans les différents, le niveau d'impact des différentes politiques d'État dans les différents États. Et pas seulement les pratiques, concernant les pratiques individuelles, mais aussi les politiques qui fournissent des instructions à ce sujet. Et nos participants aussi ont fait mention de tout ça aussi. Ils ont parlé de leurs soucis. Par rapport au vaccin, par exemple, au début de l'étude, les gens parlaient des vaccins avec espoir, avec de l'espoir parce qu'elles n'existaient pas encore. Et puis, plus récemment, les derniers 3 mois de l'enquête, ils ont commencé à décrire davantage le sujet parce qu'ils avaient déjà l'accès au vaccin. Bon, dû à des limitations de temps et parce que cette vidéo allait si vite, maintenant, on n'a pas le temps de la voir toute la vidéo, mais je vous dis qu'elle est disponible sur le site. On a un dernier panéliste et puis on aura une session de questions et réponses. J'aimerais bien alors, je vais donner la parole, je vais passer au français pour qu'on puisse savoir un peu plus sur l'institution représentée par notre prochain panéliste. Et bon, j'attends l'interprète un instant.
Vous êtes prête? Oui, je suis prête, merci. Bon. Notre dernière présentation est par Simon Juton, qui représente l'association Accepté. L'association Accepté est une association d'Île-de-France qui a été créée en 2010 par des femmes trans, migrantes, travailleuses du sexe et concernées par le VIH dans le but de lutter contre les discriminations auxquelles leur communauté était confrontée. L'association accompagne chaque année plus de 2000 personnes, en majorité des personnes trans, originaires d'Amérique latine, concernées par le VIH et le travail du sexe. Et je vais passer à toi, Simon, pour présenter. Et merci beaucoup. Just a second. Looks like we have to re-add Simon. Sorry. And Simon, c'est prêt? Oui, c'est bon. Bonjour. Alors, dis-moi. Est-ce qu'on m'entend correctement? Alors, je vais essayer de partager mon écran. Voilà. Je devais ce soir présenter avec mon collègue Laszlo qui n'a pas pu être là. Donc, je vais présenter seul. On souhaitait aujourd'hui présenter une action qu'on a mise en place en 2020, qui est une action de prévention en ligne. Je voulais vous remercier de cette invitation. La présentation que vous allez voir est telle qu'on l'a présentée au comité régional de lutte contre le VIH. Donc, il va y avoir une double lecture, à savoir la présentation qu'on va faire oralement et que je vais expliquer, et puis ce qu'on va voir à l'écran que je vais essayer un petit peu d'expliquer et de traduire pour que ça puisse être traduit oralement. J'ai pensé que c'était important de le laisser tel quel pour que vous puissiez comprendre aussi le contexte d'action dans lequel on évolue. À savoir, il y a assez peu d'associations en France qui ont l'autonomie et qui ont une plateforme de diffusion de leurs actions et qui ont les possibilités de mettre en œuvre de telles actions. Donc, c'est pour ça qu'il y aura sur cette présentation des notions très simplifiées, car elle s'adressait à une audience de 6. Je pensais que c'était intéressant aussi d'avoir cette lecture aujourd'hui et qu'on puisse réfléchir à la façon dont, en tant qu'organisation trans autonome, on est obligé de traduire nos actions pour les justifier et pour les voir soutenues. Donc, Accepté ST, comme ça a été dit dans notre présentation, est une association qui a été créée il y a 11 ans par plusieurs femmes trans originaires d'Amérique latine concernées par le travail du sexe et le VIH. Depuis, c'est une association qui s'est énormément développée. On compte aujourd'hui 11 salariés, dont 10 personnes trans. On reçoit toujours principalement des personnes trans originaires d'Amérique latine et travailleuses du sexe. Et on propose un accueil sur des questions d'accès aux droits sociaux, d'accès au séjour, mais aussi de santé et de prévention. Donc, ça va être le sujet de cette présentation aujourd'hui.
Le contexte d'action, donc le pôle prévention de l'association s'est structuré au début de l'année 2019. Aujourd'hui, il compte un coordinateur qui était mon collègue donc Laszlo, qui devait présenter aujourd'hui avec moi, 4 médiatrices en santé et une dizaine de bénévoles. C'est un pôle qui agit donc au local de notre association, qui réalise des actions de médiation en santé dans un hôpital partenaire et des actions qu'on appelle hors les murs, donc des actions dans des lieux de convivialité, des lieux de fête et des lieux de rencontres communautaires. Chaque année, on réalise 1000 TROD, qui sont des tests rapides VIH, syphilis et hépatite C. Et à la suite de ces tests, on propose aux personnes de les accompagner vers le soin lorsque le résultat est positif, vers la PrEP et vers tout conseil concernant leur santé. On propose un accompagnement social global pour rapprocher les personnes de parcours de santé. On participe aussi à des études liées à l'accès des personnes trans à la PrEP et à la vie avec le VIH des personnes trans en France. Notre stratégie de prévention en ligne s'est lancée en 2020. En France, donc, du fait du Covid, on a dû faire face à un premier confinement total de mars à juin 2020, puis un deuxième confinement moins contraignant de septembre à novembre 2020, et ensuite à des couvre-feux. Donc, ce sont des restrictions de liberté de déplacement qui ont très fortement impacté les conditions de travail du sexe et qui ont eu un impact immédiat et assez dramatique sur les conditions de vie des travailleuses du sexe en France, notamment en Île-de-France, et parmi elles, les plus précaires, les personnes trans travailleuses du sexe. Vu qu'il n'était plus possible pour l'association de se déplacer pour réaliser des actions de prévention, il y a eu une réflexion sur comment continuer à établir un lien avec des personnes que l'on voit d'habitude, mais aussi avec des personnes qu'on ne voit pas d'habitude. Donc, on a mis en place une stratégie de prévention en ligne sur des sites de rencontres trans, sur des sites d'escorting, mais aussi sur nos propres réseaux sociaux. Dans cette présentation, il y a une ligne qu'on avait mise qui expliquait le financement donc d'un laboratoire qui a permis le développement de cette action. C'est un enjeu dont il faut avoir conscience lorsqu'on parle d'action d'associations de terrain trans, c'est que l'enjeu du financement et de la pérennité de nos actions est central et il s'agit d'une action demandeuse en temps et en énergie qui nous inscrit dans un contexte très difficile à négocier parfois. Je reviens sur l'action en tant que telle. Les objectifs de l'action étaient la diffusion d'informations de prévention en santé autour de la santé sexuelle, du dépistage et des modes de transmission du VIH, l'aller vers des personnes, comme je l'ai dit, qui sont éloignées et du tissu associatif et du système de santé. Combiner prévention VIH et Covid, c'est-à-dire que en diffusant une information sur la santé sexuelle, vu qu'on était en 2020 et en contexte de crise Covid, c'était aussi l'occasion de demander aux personnes quelles étaient leurs conditions d'exercice du travail du sexe, leurs conditions de confinement et leurs conditions de vie dans ce contexte de crise. Il était aussi question de faciliter et promouvoir l'usage de l'autotest dans une stratégie de prévention combinée. Sont des stratégies qui existent déjà. On n'a pas inventé quelque chose de totalement novateur. Toutefois, un obstacle récurrent dans le déploiement de stratégies de prévention virtuelle est le lien avec les personnes. Pour dépasser cet obstacle, un travail a été entrepris sur le fait d'élaborer une approche pair à pair qui est au cœur de nos actions, de toutes nos actions, et une approche de la prévention en santé sexuelle qui est combinée à des informations sur les parcours de transition, à l'orientation vers un soutien psychologique que notre association propose et vers un soutien matériel qu'on propose aussi par ailleurs depuis 2020. Donc l'idée, c'était d'installer entre les personnes et nous un rapport de confiance qui permettait aux personnes de se sentir libres et de nous poser autant de questions qu'elles le souhaitaient à travers le lien.
qu'on tissait. Donc là, c'est des captures d'écran qui expliquent le type d'échange qu'on a régulièrement avec les personnes en ligne. Donc là, on est sur une discussion avec un partenaire de personnes trans qui se pense totalement hors de... pour qui la notion d'exposition au risque et d'exposition au VIH paraît très lointaine, puisqu'il se dit actif dans ses rapports sexuels. Donc c'est un travail constant sur et la sérophobie et des informations qui concernent la santé sexuelle. Pardon. On a alors, je vais accélérer parce que je sais que ma présentation est un peu longue. Les kits qu'on propose d'envoyer aux personnes, une fois qu'on a un peu discuté et qu'elles le souhaitent, contiennent un ou des autotests VIH, puisqu'on envoie aussi à des couples et à des personnes qui sont relais auprès de leurs proches, des préservatifs, du lubrifiant, du gel hydroalcoolique, des masques, ainsi que des flyers de l'association qui à la fois présentent nos activités et accompagnent à l'usage de l'autotest. En dehors de cette stratégie de prévention, les personnes qu'on accompagne à Accept Tester sont, pour la majorité, donc pour les 2/3 des femmes trans migrantes, en très grande majorité travailleuses du sexe, et pour 1/3 des travailleurs du sexe qui sont des hommes cisgenres, HSH, migrants eux aussi. Leur moyenne d'âge est de 32 ans. L'idée, donc, comme j'ai déjà dit dans l'élaboration de cette stratégie, était de toucher une partie de la communauté trans avec laquelle nous n'avions pas de contact, isolée géographiquement, isolée du fait de son âge ou du fait d'une vie en itinérance, mais aussi de toucher leurs partenaires et les clients, et leurs clients pour celles qui pratiquent le travail du sexe. Donc depuis début novembre, entre novembre 2020 et mars 2021, nous avons contacté environ 1500 personnes. Sur ces 1500 personnes, 500 ont répondu à nos messages et 130 ont reçu un colis. Au sein de cette action, on voit qu'on prend contact en majorité, non pas en majorité, à parité, avec des femmes trans ou des personnes transféminines, des hommes cis et des personnes travesties. La plupart des personnes, donc les 2/3, vivent en dehors de Paris, dans des petites villes éloignées du tissu associatif et de centres de dépistage anonymes et gratuits. Notre association est située à Paris et donc essentiellement s'adresse à un public parisien ou en tout cas francilien. La moitié des personnes rencontrées à travers notre stratégie de prévention en ligne ont un usage récréatif des sites de rencontres. 26% d'entre elles sont travailleuses du sexe ou escortes et 28% des personnes rencontrées sont des partenaires ou des clients. La majorité des personnes rencontrées sont aussi françaises et une petite partie d'entre elles sont hispanophones, ce qui diffère grandement de nos actions habituelles. On rencontre aussi énormément de personnes travesties. Alors, je vais préciser que le petit encart qu'on est en train de faire concerne les personnes travesties qu'on rencontre à travers cette action. Il ne s'agit pas d'une définition arbitraire qu'on aurait décidé des personnes travesties, mais des personnes qu'on a rencontrées spécifiquement à travers cette action de prévention. Donc, il s'agissait essentiellement de personnes qui se travestissaient dans des contextes conviviaux, privés ou sexuels, pour qui les questions de discrétion et de stigmates associés à leur pratique étaient essentielles dans les échanges et aussi dans leur accès, leur possibilité d'accès à des médecins et à des informations concernant leur santé sexuelle. Certaines de ces personnes travesties... Oui. Il reste environ 5 minutes pour ta présentation et puis les questions-réponses. D'accord, très bien. Alors, je vais passer en grande vitesse pour aller au cœur de cette action qui était le nombre de personnes qui ont reçu un colis et qui ont reçu, donc 100 personnes ont reçu un colis chez elles. 2 résultats positifs au VIH nous sont revenus. Parmi ces 2 résultats positifs,
Les 2 personnes ont été accompagnées vers le soin et ont été accompagnées vers le traitement immédiatement. C'est aussi une action qui nous a permis de rapprocher du traitement plusieurs personnes qui sont venues au local, qui connaissaient déjà leur statut sérologique, donc qui étaient des personnes trans, mais qui ou n'avaient pas accès aux soins ou étaient en déni de leur statut sérologique. Je passe donc toutes les autres informations. Un des leviers pour atteindre les populations qu'on a atteintes, c'était donc une action pair à pair, basée sur l'image de notre association en France, sur une communication artisanale, mais aussi très à l'écoute des besoins des personnes, sachant que, au vu du lien de confiance, il était possible d'appeler les personnes pour vérifier qu'on était bien de vraies personnes. Le temps investi, on parle de 50 heures par semaine réparties sur 3 personnes, et aussi une approche globale, pas seulement sur la santé sexuelle. Comme je l'ai dit, donc il y a à peu près 20 à 25% des personnes contactées qui étaient des partenaires et des clients de personnes trans ou travesties. Et ça nous amène sur notre conclusion. On a pu transposer en virtuel l'expertise de 10 ans de notre travail de terrain. Notre intervention en ligne donc, nous permet d'être en contact avec des personnes les plus isolées de nos communautés, mais qui sont aussi souvent les plus exposées au VIH, parce qu'elles ont une pratique du dépistage moins régulier, qu'elles vivent en itinérance, qu'elles sont isolées, en grande précarité, ou qu'elles vivent dans le placard ou dans des contextes de vie où il n'est pas possible de parler de leur pratique. Donc, il y a la question des moyens pour poursuivre cette stratégie, mais il y a une seconde question qui nous interroge aussi, qui est l'orientation populationnelle des stratégies de prévention. Et c'est celle-ci, je pense, qui pourra intéresser la discussion qui pourra avoir lieu par la suite. On s'est retrouvé en tant qu'association trans, donc qui, depuis 10 ans, affirme un plaidoyer sur l'importance de la prévention et d'actions à destination spécifiquement des personnes trans, à cibler des partenaires et des clients de nos communautés, qui sont des acteurs majeurs dans les chaînes de contamination et qui ne sont ciblés par aucun programme de prévention. C'est une réflexion qui n'a pas de réponse, mais qui est une réflexion assez importante pour nous. Par ailleurs, on s'interroge aussi sur l'inclusion des personnes les plus éloignées géographiquement et les plus éloignées socialement de nos communautés dans nos actions, mais aussi au sein du système de santé et de prévention. Bon, j'ai essayé d'extraire la majorité, ou en tout cas quelques informations de cette présentation. Je suis désolée, ça a été très bref. Et merci bien pour une très bonne présentation. C'était parfait. Alors, je vais changer à l'anglais pour les questions-réponses. Et merci encore. And thank you both. And thanks also to Dr. Dubois and Dr. Paquet. Merci à tous les deux et merci Dr. Dubois et Paquet pour vos présentations aussi. Je vois que ça a été occupé dans les questions et réponses. Est-ce que nous savons la possibilité, nous avons quelques 12 minutes pour ouvrir le débat. Est-ce que je vais faire alors, voyant que le docteur Dubois a envoyé sa présentation enregistrée et il ne peut pas être ici, je vais partager avec vous, comme vous pouvez le voir sur les chats, les données de contact du docteur Dubois.
Je vois que la plupart des questions ont été déjà répondues, mais peut-être les participants, s'ils veulent, peuvent lever la main et je vais ouvrir le micro pour faire la question directement. Peut-être je vais vous donner quelques minutes. Si vous avez des questions, vous osez lever la main et poser les questions. Et sinon, je suis sûre que certains des co-organisateurs ont des questions préparées pour vous poser aussi. We're also at the final presentation of the day. So I'm aware that depending on Celle-ci, c'est notre dernière communication de la journée. Donc, dépendant d'où vous êtes, de l'heure, peut-être on est un peu trop fatigué. C'est bien, je ne vois pas de main levée. Donc, je demande aux co-organisateurs si vous avez des questions. Je ne veux pas être moi qui retient l'attention. Félix. Je vais poser une Félix. question en français. J'attends si c'est OK pour l'interprétation. Je demande. Ouais. Je peux poser ma question. OK. Tu as dit que la présentation pour Simon, la présentation que tu as montrée, elle était faite à destination d'un public 6. Quels aménagements vous devez faire pour finalement obtenir ce que vous voulez dans ce contexte-là? Et l'autre question qui est peut-être plus ouverte, si jamais tu veux y répondre, est-ce que vous avez déjà réfléchi à des actions pour justement cibler ce public qui est plus isolé? Merci. Est-ce que je peux répondre en anglais si c'est plus simple? Alors, tu peux répondre en français ou en anglais, juste la langue dans laquelle tu réponds, ça doit être celle de l'interprétation en bas à droite. D'accord. Mais tu peux répondre en français si tu veux aussi. Ok. Alors, les adaptations qu'on a dû faire pour cette présentation et globalement pour nos présentations sont un travail à la fois de lissage et de rappel, comment dire ça, des questions de santé, d'une mise en globalité des questions de santé. Je suis assez persuadée que malheureusement, assez peu d'organismes publics s'intéressent ou s'adressent aux personnes trans parce que c'est important, mais parce que c'est l'argument d'un impact sur la santé publique globale. L'idée de la chaîne de transmission et d'un impact sur la population globale reste un argument, malheureusement et heureusement, mais voilà, c'est comme ça, un argument levier qu'on doit toujours présenter en toile de fond. On refuse souvent de le faire, mais c'est quelque chose qui reste présent. Après, c'est aussi tout à fait compris. Enfin, comment dire, on reste sur la question de la lutte contre le VIH, donc d'une épidémie globale, donc c'est aussi compréhensible que ça soit de cette façon. Mais voilà. La deuxième adaptation, c'est une explication et une mise en concept de pratiques et de réalités qui, pour nous, sont beaucoup moins catégorisées. On a essayé de définir la question des communautés travesties et de l'inclusion parmi elles des personnes en début de transition ou en questionnement sur leur genre. Pour nous, ce sont des sujets qui sont assez vite évacués et on parle des besoins des personnes vis-à-vis de leur santé.
Et si elles ont des questions sur les questions d'accès aux soins ou sur leur transition, elles les posent. Mais dans notre pratique quotidienne, c'est assez peu conceptualisé ou discuté entre nous. En revanche, quand on présente à l'extérieur, voilà, on est un peu forcé de l'expliquer. Pour la deuxième partie de la question, on essaye de poursuivre des actions virtuelles. En revanche, c'est très demandeur en temps. C'est très demandeur en moyens d'envoyer des colis par via postale. Et ça demande aussi un travail de formation. Nous, on est une association communautaire et un travail de formation constante au sein des salariés de notre association et des bénévoles sur les outils numériques. Donc, c'est beaucoup de travail. Thank you for the question. I have one. Merci. Merci pour la question. Moi, j'ai une question. Je vais attendre les interprètes un moment pour changer les canaux. Ma question, c'est pour vous deux en réalité, et quelque chose que j'ai déjà publié et je l'ai présenté au docteur Dubois et au docteur Paquet. Il y a quelque chose que je crois avoir identifié et noté dans vos présentations, Simon et Cassie, c'est que il semble que vous deux, vous faites des recherches et fournissant de services selon les cas, que vous essayez de remplir certaines brèches, disons, des systèmes qui existent déjà dans les systèmes de santé. Et je ne sais pas si, peut-être c'est une question un peu politique, mais je ne sais pas quelle serait peut-être ses opinions par rapport à quelle est la fonction ou la responsabilité que devrait avoir le gouvernement, que ce soit au niveau national ou local, pour pouvoir satisfaire à ses besoins. Nous, en tant que chercheurs trans, que nous fournissons des services ou des activistes militantistes trans, nous devrions pouvoir dire mais ça c'est un problème spécifique, ça c'est un besoin que la communauté a exprimé, qu'elle a. Nous essayons de communiquer que cela existe, nous croyons que cela il y a une responsabilité pour le gouvernement. Est-ce que vous croyez que cela doit être comme ça? Vous croyez que nous devons confier à ce que le gouvernement puisse satisfaire à ses besoins et ses brèches? Qu'est-ce que vous en pensez? So much time, so go ahead. J'ai parlé trop de temps. Vous pouvez commencer donc vous. Alors. Moi, je suis une milléniale qui ne connaît pas beaucoup de technologies. Je mis mal le micro. Oui, je travaille pour essayer de combler ces brèches, ces fossés. Dans ces domaines, nos communautés savaient que nous avions peu de ressources à la Nouvelle-Zélande avant de venir ici aux États-Unis. Moi, j'ai travaillé à des communautés qui n'avaient pas beaucoup de ressources. Elles n'avaient pas beaucoup des données, si ces personnes avaient l'accès à ces données aux services de santé et comment ils se sentaient par rapport à cela. Ce que je voudrais savoir, ce que je crois que le gouvernement existe seulement pour fournir du service et pour servir les personnes. Donc, ils ont une grande responsabilité pour fournir des soins, notamment pour les personnes qui sont plus marginalisées, et ils doivent se préoccuper pour l'égalité et la justice. Autrement, ils ne feraient pas leur rôle. Mais je sais qu'il y a des endroits comme les États-Unis, il y a une grande tradition ou histoire de pourquoi les personnes ne croient pas au gouvernement. Donc, il y a beaucoup de tensions entre ce que le gouvernement devrait faire pour soigner les communautés, et la communauté n'a pas de confiance au gouvernement. Donc là, oui, il y a une tension entre les deux parties, disons. Le plus de fois que les personnes sont dans un gouvernement, ils vont confier plus dans le service que le gouvernement donne.
et que le gouvernement doit donner accès à ces services auxquels la communauté a droit. Et je reste par là maintenant. Je vais répondre en français. OK. Pour nous, il y a deux parties dans cette question. Il y a d'une part la question de donner aux possibilités aux communautés et aux associations trans de soutenir et de développer leur expertise, entendre cette expertise, donc c'est-à-dire, et c'est un process qui est déjà en cours en France en tout cas. Donc là-dessus, ça avance à petits pas, mais ça avance. Toutefois, cette partie ne peut pas s'entendre sans l'autre parce que la situation dans laquelle on se retrouve, si seulement de l'autonomie et des moyens sont donnés aux associations et aux organisations, c'est qu'on se retrouve à faire le travail de l'État, à savoir à soutenir les personnes les plus exclues et les plus vulnérables et qui sont exclues par des politiques étatiques de droite. En Europe, actuellement, il y a un retour du conservatisme et notamment de plus en plus de blocages concernant l'accès aux soins. En France, il y a un système de soins qui permet en principe à toute personne d'accéder à des soins. Toutefois, les inégalités de santé existent et elles sont très fortes. Pour nous, il n'y a pas d'accès aux soins et d'accès aux droits pour les personnes trans sans la régularisation de toutes les personnes sans papier, puisque ça limite leur possibilité de travailler et d'accéder à des soins, sans une révision totale de l'accès aux soins pour les personnes travailleuses du sexe, et sans une formation aussi complète des médecins, comme ça a été dit dans la première présentation concernant l'accueil et l'accompagnement des personnes trans. C'est quelque chose de global. Pour nous, il n'y a pas de question trans à proprement parler, et toutes les politiques qui aborderaient un changement uniquement sur la question de l'accueil des personnes trans sous un volet LGBT, sans parler du droit des personnes sans papier, des personnes travailleuses du sexe et des personnes les plus vulnérables en fait qui vivent dans le pays. Et enfin, ce serait une politique qui relèverait du pinkwashing et qui relèverait de quelque chose qui n'est pas du tout pertinent pour la réalité de ce que vivent les personnes trans en France. Okay. Thank you so much for both of those responses. Merci beaucoup à vous deux pour vos réponses, pour vos présentations. Malheureusement, nous n'avons plus de temps. C'est la fin de notre panel et en fait, c'est la fin de la deuxième journée de la conférence. Félicitations à tous à toutes pour avoir survécu la deuxième journée. On se retrouve demain. De petites annonces seulement. Souvenez-vous que les interprètes travaillent avec du relais. Donc, la langue centrale aux interprètes, c'est l'espagnol. J'ai vu pas mal de messages que l'interprétation ne fonctionne pas. Ah oui, ça fonctionne. C'est parce qu'il y a parfois une petite différence des temps parce que le français est traduit à l'espagnol et puis un interprète écoute la traduction en espagnol pour aller vers l'anglais. Donc, s'il y a de petites minutes de silence, c'est à cause de ça. Essayez aussi de ne pas utiliser les chats s'il y a une question directe pour l'un des présentateurs. Je vous demande de le faire de la section des questions et réponses, car beaucoup de nos organisateurs sont en train de traduire et beaucoup de questions et des commentaires qui sont faits sur les chats. On est en train de faire un effort énorme pour que tout puisse être accessible pour tous les participants et participantes. Merci à tous et à toutes pour vos communications. J'ai beaucoup appris de vos expériences, des expériences avec lesquelles je n'avais pas beaucoup d'expérience. Mais j'espère avoir plus d'informations
et plus d'informations sur le travail de Simon et de la recherche de Cassie. Merci beaucoup à tous et à toutes. Thanks again, interpreters. Merci aux interprètes aussi. All right, I'm going to go ahead and close down the room.